Mon beau-frère a refusé de me payer pour 2 ans de travail dans son entreprise, et ma sœur a dit que je devrais être reconnaissant pour l'expérience, alors je leur ai montré comment on gère une vraie entreprise. Ma sœur Chloé a épousé Maxime quand j'avais 22 ans et que je sortais tout juste de mon CFA avec mon CAP d'électricien en poche. J'avais ma qualification, mais aucune expérience et aucun réseau. Maxime possédait une petite entreprise d'électricité générale. Il faisait surtout du résidentiel, des constructions neuves, des rénovations, des mises aux normes de tableaux électriques. Il avait environ 6 employés et plus de chantiers qu'il ne pouvait en gérer. Chloé a suggéré que je vienne travailler pour lui, elle disait que ce serait bon pour tout le monde, que je gagnerais de l'expérience et que Maxime aurait une aide fiable, qu'on serait une grande famille heureuse. Maxime a accepté, mais il avait des conditions, il a dit qu'il ne pouvait pas me verser un salaire complet tout de suite car l'entreprise grandissait et la trésorerie était tendue. Il a proposé de me verser une petite somme hebdomadaire pour mes frais de vie et qu'on régulariserait tout ça une fois que les choses se seraient stabilisées, il parlait de 6 mois, peut-être 1 an au maximum. J'étais jeune et naïf, et je faisais confiance à ma propre sœur, alors j'ai dit oui. Le montant hebdomadaire était de 200 €. Je travaillais 50 heures minimum, parfois 60. Je faisais le même travail que ces autres gars, parfois des tâches plus dures parce que je voulais faire mes preuves. Ces employés réguliers gagnaient entre 25 et 30 € de l'heure, moi je gagnais moins de 4 €. Mais je me disais que c'était temporaire, je me disais que Maxime tiendrait parole, je me disais que Chloé ne laisserait pas son propre frère se faire arnaquer. 6 mois ont passé, j'ai interrogé Maxime sur ma régularisation de salaire, il a dit que l'entreprise cherchait encore son équilibre, il a dit donne-moi encore quelques mois, il a ajouté que j'apprenais tellement et m'a demandé si ça ne valait pas quelque chose. J'en ai parlé à Chloé, elle a dit que Maxime était sous pression, que je devais être patient, que l'expérience que j'acquérais avait plus de valeur qu'un chèque de paie de toute façon. Alors j'ai attendu. 1 an a passé, j'ai redemandé. Maxime s'est énervé, il a dit que j'étais ingrat, qu'il m'avait donné ma chance quand personne d'autre ne le voulait, il a dit que si je voulais partir, je pouvais, mais que je repartirais de zéro ailleurs. Il a tourné ça comme s'il me faisait une faveur en ne me payant pas. Chloé l'a soutenu, elle a dit que je faisais partie de l'entreprise familiale maintenant, que je devais penser à long terme, que l'argent ne faisait pas tout, ce qui est facile à dire quand on vit dans un pavillon de 4 chambres acheté par son mari. Je suis resté 1 année de plus, je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'espérais que les choses changeraient, peut-être que j'avais peur de recommencer, peut-être que je ne pouvais juste pas croire que ma propre sœur laisserait faire ça. À la fin de la 2e année, j'ai fait les calculs, au tarif normal, Maxime me devait plus de 90 000 €. J'ai soulevé le sujet un dimanche lors d'un déjeuner chez eux, je lui ai montré les chiffres, les heures travaillées, le tarif du marché pour un électricien qualifié, moins ce qu'il m'avait déjà versé, ça faisait 93 000 € et des poussières. Maxime a ri, il a vraiment ri. Il a dit que ces chiffres étaient de la pure fantaisie, que j'étais un apprenti, pas un compagnon, que les 200 € par semaine étaient plus que juste pour quelqu'un qui apprenait le métier. J'ai souligné que j'étais arrivé avec mon diplôme, que je n'apprenais pas, je travaillais. Il a dit que le diplôme n'était que du papier, que le vrai savoir venait de l'expérience qu'il me donnait. Chloé m'a dit que je gâchais le repas, que je faisais un drame, elle a dit que si j'étais si malheureux, je devrais peut-être trouver un autre travail. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai démissionné le lendemain, pas de préavis, pas d'explication, juste un SMS à Maxime disant que je ne viendrais pas. Il m'a appelé 12 fois, je n'ai pas répondu. Je n'avais presque rien économisé de ces 2 années, les 200 € par semaine couvraient à peine mon loyer et ma nourriture. Mais j'avais autre chose, j'avais 2 ans d'expérience sur tous les chantiers de la ville, je connaissais les constructeurs, je connaissais les fournisseurs, je savais quels inspecteurs du Consuel étaient stricts et lesquels étaient raisonnables. Je savais comment Maxime chiffrait ses chantiers, et je savais qu'il surfacturait d'au moins 15%. J'ai trouvé un boulot chez un autre entrepreneur pendant 3 mois, juste le temps d'économiser un peu et de faire un plan. Ensuite, j'ai déposé les statuts de ma propre entreprise, je l'ai appelé Elec Pro Service, un nom simple, facile à retenir. J'ai commencé petit, juste moi, mes outils et une camionnette d'occasion. J'ai contacté tous les constructeurs et maîtres d'œuvre que j'avais rencontrés en travaillant pour Maxime, je leur ai dit que j'étais à mon compte maintenant, que mes tarifs étaient justes et mon travail solide. Quelques-uns m'ont donné ma chance. Le mot s'est répandu. En 6 mois, j'avais plus de travail que je ne pouvais en gérer seul. J'ai embauché mon premier employé,
puis mon deuxième. À la fin de la première année, j'avais une équipe de 4 personnes et un vrai bureau. Je n'étais pas riche, mais je bâtissais quelque chose qui était vraiment à moi. Maxime l'a remarqué, bien sûr qu'il l'a remarqué. Certains de ses clients réguliers étaient passés chez moi, pas parce que je les avais débauchés, mais parce qu'ils préféraient mon travail et que mes prix étaient plus bas. Il m'a appelé environ un an après mon départ, il a dit que je volais son entreprise, que j'utilisais des contacts faits sur son temps, que c'était contraire à l'éthique. Je lui ai demandé si c'était éthique de ne pas payer son propre beau-frère pour 2 ans de labeur, il a raccroché. Chloé a appelé le lendemain, elle a commencé à parler avant même que je puisse dire allô. Maman était bouleversée, elle voulait savoir pourquoi je ne pouvais pas juste laisser couler, elle disait que je déchirais la famille pour quelque chose qui s'était passé il y a des années. J'ai écouté sa voix devenir de plus en plus aiguë et tendue jusqu'à ce qu'elle s'arrête enfin pour respirer. Alors je lui ai dit que j'avais laissé couler pendant 2 ans pendant que Maxime me volait, que j'avais laissé faire quand il payait ses autres gars un salaire juste et me donnait des miettes. Maintenant que je réussissais par moi-même, ça la rendait folle. Elle s'est tue une seconde, puis elle est revenue à la charge en disant que Maxime avait des difficultés financières, que je lui prenais ses meilleurs clients, que son entreprise s'effondrait à cause de moi. Je lui ai rappelé que ses clients m'avaient choisi, qu'ils avaient choisi mon entreprise parce que je faisais du meilleur travail à des prix justes, personne ne les avait forcés à changer. Chloé s'est tue à nouveau quand j'ai souligné que Maxime avait clairement de l'argent pour payer ses autres employés correctement, juste pas son propre beau-frère, qu'il trouvait 25 à 30 € de l'heure pour des étrangers mais ne pouvait pas gérer plus de 4 € pour la famille. Elle a essayé de dire quelque chose, mais j'ai continué, les maths étaient simples et elle le savait. L'appel a mal tourné après ça, Chloé a dit que j'avais changé, que j'étais égoïste maintenant, que l'argent comptait plus pour moi que la famille. Je lui ai dit qu'elle avait choisi les mensonges de son mari plutôt que la subsistance de son propre frère il y a 2 ans. Elle faisait ce choix à chaque fois qu'elle me disait d'être patient, à chaque fois qu'elle disait que l'expérience avait plus de valeur qu'un salaire. J'ai raccroché, en colère mais aussi soulagé, j'avais enfin dit ce qui devait être dit, fini de faire semblant que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Antoine était au bureau quand je suis entré, il a jeté un coup d'œil à mon visage et a demandé si tout allait bien. Je lui ai donné la version courte, j'avais travaillé pour la famille, je m'étais fait avoir, ma sœur avait pris le parti du type qui m'avait arnaqué. Il a hoché la tête et a dit que son oncle avait fait un truc similaire à son cousin, lui promettant des parts dans une entreprise paysagiste s'il travaillait pour pas cher pendant quelques années, 5 ans plus tard. Le cousin tondait toujours des pelouses pour le SMIC et l'oncle s'était acheté un bateau. Antoine a dit qu'il comprenait, que certaines personnes pensent que famille signifie travailler gratuitement. Bernard m'a appelé le lendemain, il avait un gros projet commercial et voulait que je fasse un devis pour l'électricité, un nouveau complexe de restaurants qui se construisait dans l'est de la ville, 3 espaces de restauration séparés plus une cuisine commune, aménagement complet. Il m'a envoyé les plans et je les ai étudiés le soir même. C'était la plus grosse opportunité que j'avais eue jusque-là, le chantier valait peut-être 40 000 € de chiffre d'affaires, plus que ce que je gagnais en 6 mois quand j'ai débuté. J'ai dit à Bernard que je lui enverrais le devis d'ici lundi. J'ai passé le week-end à travailler sur l'offre. Isabelle est passée samedi après-midi pour m'aider avec les prévisions financières. On s'est assis à ma table de cuisine avec les plans étalés et on a passé en revue chaque circuit, chaque prise, chaque luminaire. Isabelle rentrait les chiffres dans son ordinateur portable pendant que je calculais les matériaux et les heures de main-d'œuvre. Les chiffres tenaient la route même avec mon modèle de prix plus bas, je pouvais être moins cher que ce que Maxime facturait et faire quand même un bon profit, assez pour embaucher un 3e employé, assez pour moderniser l'équipement. Peut-être prendre une 2e camionnette pour avoir 2 équipes. Isabelle a imprimé la feuille de devis finale et je l'ai relue 3 fois. Tout semblait solide, professionnel, compétitif. Lundi matin, j'ai envoyé le devis par mail à Bernard à 8 h. Il m'a rappelé à 14 h, j'avais le job. Il a dit que mon devis était professionnel et compétitif. Puis il a mentionné que Maxime avait aussi fait une offre, 15% plus chère, avec une proposition qui était essentiellement juste un prix sur un bout de papier, pas de détails, pas de calendrier, pas de précision. Bernard a dit qu'il appréciait la minutie de mon offre, que ça lui donnait confiance. J'ai embauché Théo la semaine suivante, il avait 23 ans et sortait tout juste de l'école, il me rappelait moi-même quelques années plus tôt, avide de travailler, voulant faire ses preuves. Je lui ai fait passer l'entretien au bureau et il est arrivé avec des vêtements de travail propres, son diplôme et un dossier avec ses notes.
Je lui ai demandé ce qu'il attendait comme salaire, il a dit qu'il prendrait ce que je trouvais juste puisqu'il n'avait pas beaucoup d'expérience. Je lui ai dit 22 € de l'heure pour commencer. Ses yeux se sont écarquillés, il a demandé si j'étais sérieux. J'ai dit complètement sérieux. Je me souvenais de ce que ça faisait de travailler dur pour rien, personne dans mon équipe ne ressentirait jamais ça. Jérôme m'a envoyé un SMS de nulle part le jeudi, il avait entendu parler du chantier du restaurant, félicitations. Il a dit qu'il avait toujours pensé que ce que Maxime m'avait fait était mal, que plusieurs gars de l'équipe pensaient la même chose mais que personne ne voulait rien dire et risquer son job. Je l'ai remercié et j'ai demandé comment ça se passait dans l'entreprise de Maxime. Jérôme a dit que ça devenait dur, Maxime était stressé, il aboyait sur les employés pour des broutilles, il faisait des offres sur des chantiers comme s'il était désespéré, l'ambiance n'était plus bonne. Jérôme a mentionné que 2 autres clients réguliers étaient passés chez d'autres entrepreneurs récemment, pas forcément chez moi, mais ils avaient quitté Maxime. Le bruit courait que la qualité de son travail avait baissé, que les chantiers prenaient plus de temps, que les devis étaient n'importe quoi. Un client avait dû le faire revenir 2 fois pour régler des problèmes sur une installation de tableaux. Ce genre de choses se répand vite dans le métier, les entrepreneurs parlent, les constructeurs parlent. Une fois que votre réputation commence à glisser, c'est dur de l'arrêter. J'ai regardé l'entreprise de Maxime glisser pendant que la mienne grandissait. La satisfaction était réelle, mais ça ne comblait pas le vide là où ma sœur était avant. Maman a appelé un mardi soir, j'étais au bureau en train de finir de la paperasse quand son nom s'est affiché. Elle a commencé par parler de la pluie et du beau temps et de son jardin, puis elle en est venue au fait. Elle voulait que je vienne au déjeuner du dimanche, juste la famille. Elle a dit qu'il était temps qu'on s'assoie tous et qu'on parle comme des adultes, elle a dit que je manquais à Chloé et que Maxime était prêt à discuter. J'ai demandé ce qu'il y avait à discuter. Maman a dit qu'on devait passer à autre chose. Je lui ai dit que j'étais prêt à parler, mais seulement si Maxime apportait un chèque de 93 000 € plus les intérêts. Maman s'est tue, puis elle a dit que j'étais déraisonnable, que la famille était plus importante que l'argent. J'ai senti ma mâchoire se serrer. J'ai expliqué que Maxime en avait fait une histoire d'argent quand il avait exploité mon travail pendant 2 ans, j'ai dit que Chloé en avait fait une histoire de famille quand elle m'avait dit d'être reconnaissant d'être utilisé. Maman a dit que je déformais les choses, que Maxime avait fait des erreurs mais qu'il restait de la famille. J'ai demandé si j'étais toujours de la famille quand je travaillais 60 heures par semaine pour 200 €. Elle n'a pas répondu, elle a juste dit qu'elle espérait que je reconsidérerais et elle a raccroché. Le projet du restaurant a commencé le lundi suivant. Antoine et Théo sont arrivés sur le site à 7 heures avec la camionnette chargée. Je les ai retrouvés là-bas avec les plans et on a fait le tour avec le maître d'œuvre. L'espace était mis à nu jusqu'aux structures, une page blanche. On a tracé l'emplacement des tableaux et commencé à passer les gaines. Antoine s'occupait de la salle principale pendant que Théo gérait les circuits de la cuisine. Je supervisais et donnais un coup de main là où c'était nécessaire. Le travail s'est déroulé sans accroc, pas de surprise dans les murs, pas de problème caché. À la fin de la première semaine, on avait fait tout le gros œuvre du premier étage. Bernard est passé vendredi après-midi, il a parcouru le site avec son porte-bloc, vérifiant notre travail. Il a hoché la tête devant l'installation du tableau, il a testé quelques connexions, puis il m'a dit qu'il était impressionné. Il a dit que la qualité était excellente et qu'on était en avance sur le planning. Il a mentionné qu'il avait d'autres projets à venir si j'étais intéressé. Je lui ai dit que j'étais toujours intéressé par du bon travail. Valérie a appelé la semaine suivante, j'étais dans la camionnette en route pour aller chercher du matériel quand son nom s'est affiché. Elle a demandé si j'avais du temps pour un gros projet. J'ai dit que ça dépendait du calendrier. Elle m'a parlé d'un lotissement de maisons de ville, 32 unités nécessitant toute l'électricité. Elle a dit que ce serait du travail constant pendant des mois. J'ai demandé pourquoi elle m'appelait moi au lieu de ses entrepreneurs habituels. Elle a dit qu'elle en avait fini avec Maxime, qu'il avait raté les délais sur ses 2 derniers projets, que son équipe semblait désorganisée. Un chantier avait dû être inspecté 3 fois à cause de violation du code. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se permettre ce genre d'ennui. Je lui ai dit que je préparerais un devis pour la fin de la semaine. Elle a dit qu'elle attendrait de mes nouvelles. Les journées s'allongeaient, je travaillais des périodes de 12 heures la plupart du temps, parfois 14. Mais c'était différent de travailler pour Maxime. Chaque heure était à moi, chaque euro gagné allait vraiment à moi. Je construisais quelque chose de réel,
quelque chose avec mon nom dessus. Isabelle m'a appelé un soir après que j'ai été sur un chantier depuis 6 heures du matin. Elle a dit qu'elle avait besoin de parler de l'entreprise. On s'est vu dans un café près de son bureau, elle a sorti son ordinateur et m'a montré les chiffres. Le chiffre d'affaires était en hausse, en forte hausse, mais elle s'inquiétait pour moi. Elle a dit que je travaillais trop d'heures, que le burn-out était réel et que je devais penser à une croissance durable. Elle a suggéré que j'embauche un autre électricien plutôt que prévu, peut-être même regarder pour un chef de chantier pour gérer les plannings. Je lui ai dit que j'y penserais. Elle m'a lancé un regard qui disait qu'elle ne me croyait pas. Chloé a envoyé un SMS 3 jours plus tard, le message est arrivé pendant que je tirais du câble dans un grenier. Elle demandait si on pouvait se voir pour un café, juste nous deux, pas de Maxime. J'ai fixé le message un moment. Une partie de moi voulait l'ignorer, une partie de moi était curieuse de ce qu'elle voulait dire. J'ai répondu que je pouvais samedi matin. Elle a renvoyé un pouce en l'air. Samedi matin, je suis arrivé au café en premier. J'ai commandé un café noir et je me suis assis à une table près de la fenêtre. Chloé est arrivée avec 10 minutes de retard. Elle avait l'air fatiguée, des cernes sous les yeux, les cheveux tirés en une queue de cheval négligée. Elle a commandé quelque chose avec beaucoup de lait et de sucre et s'est assise en face de moi. Elle n'a rien dit au début, elle a juste remué son café et regardé par la fenêtre. Puis elle a dit que l'ambiance était tendue à la maison, que Maxime était stressé par l'entreprise, qu'il buvait plus, qu'il s'énervait pour des petits riens. Elle a dit qu'il était obsédé par moi, par mon succès, par le fait que je réussissais mieux alors que lui galérait. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Elle a demandé comment j'allais. J'ai dit que j'allais bien, que j'étais occupé. Elle a hoché la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. Je lui ai demandé directement si elle comprenait pourquoi j'étais parti, si elle comprenait pourquoi j'étais en colère. Elle m'a fait une longue réponse sur le fait de voir les deux côtés, que les relations étaient compliquées, que les affaires et la famille ne devraient pas se mélanger. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai posé une question plus simple, est-ce que Maxime avait eu tort de ne pas me payer? Elle a baissé les yeux vers son café. Elle a dit que c'était compliqué. J'ai demandé en quoi c'était compliqué. Elle a dit que Maxime avait des dépenses, que l'entreprise grandissait, que la trésorerie était juste. Je lui ai rappelé que c'était les mêmes excuses qu'il y a 2 ans. Elle a dit que j'étais dur. J'ai dit que j'étais précis. J'ai dit à Chloé que je l'aimais, mais que je ne pouvais pas avoir de relation avec elle si elle ne reconnaissait pas que ce que Maxime avait fait était du vol. Pas une situation familiale compliquée, pas un malentendu. Du vol. Elle a commencé à pleurer, elle a dit que je la forçais à choisir entre son mari et son frère. Les gens aux autres tables regardaient. J'ai gardé ma voix calme. J'ai expliqué qu'elle avait déjà choisi il y a 2 ans, quand elle m'avait dit d'être reconnaissant d'être exploité, quand elle avait soutenu les excuses de Maxime au lieu de défendre son propre frère. J'ai dit que j'acceptais juste enfin son choix. Elle a essuyé ses yeux avec une serviette, elle a dit que ce n'était pas juste. J'ai dit que ce qui aurait été juste, ça aurait été d'être payé pour mon travail. On est resté assis là 1 minute de plus en silence. Puis elle s'est levée et est partie. J'ai fini mon café et regardé les gens passer dehors. Je me sentais triste mais aussi lucide. Comme si quelque chose qui avait été trouble était enfin réglé. J'ai passé la semaine suivante à préparer le devis pour les maisons de ville. J'ai mesuré les besoins électriques pour les 32 unités, calculé les longueurs de câbles et les charges des tableaux. J'ai demandé les prix des matériaux à 3 fournisseurs différents pour avoir les meilleurs tarifs. J'ai intégré des coûts de main-d'œuvre qui étaient justes pour mon équipe tout en gardant mon total en dessous de ce que je savais que Maxime facturait. Isabelle a vérifié mes chiffres et a dit qu'ils étaient solides. Elle a signalé quelques endroits où je pouvais ajuster l'échéancier de paiement pour aider la trésorerie. J'ai soumis le devis un vendredi après-midi. Valérie m'a appelé lundi matin et a dit que j'avais le chantier. Elle a dit que ma proposition était professionnelle et détaillée et que mon prix était compétitif sans être suspectement bas. Le contrat signifiait 8 mois de travail régulier. Ça signifiait que je pouvais prévoir l'avenir au lieu de courir après le prochain chantier. Isabelle m'a aidé à mettre en place l'échéancier de paiement pour que je reçoive des versements à des points d'achèvement précis. Cette même semaine, je suis allé à la banque et j'ai demandé un prêt professionnel. J'avais besoin d'une 2e camionnette et d'outils supplémentaires maintenant que je gérais de plus gros chantiers.
Le directeur de la banque a regardé mes finances et mon contrat avec Valérie, il a approuvé le prêt en 3 jours. J'ai acheté une camionnette d'occasion en bon état et je l'ai fait floquer avec le logo de mon entreprise. Théo a mentionné pendant la pause déjeuner qu'il avait une amie de l'école qui cherchait du travail. Je lui ai dit de lui dire de m'appeler. Elle a appelé cet après-midi-là. Son nom était déjà sur ma liste quand j'avais vérifié des références, mais je voulais la rencontrer en personne. On s'est assis le mardi suivant à mon bureau. Elle était jeune, peut-être 23 ans, et clairement nerveuse. J'ai interrogé sur son expérience, et elle a été honnête en disant qu'elle n'avait pas grand-chose au-delà de l'école et de quelques petits boulots résidentiels. Je lui ai offert un salaire d'apprenti avec un plan clair d'augmentation lié au développement de ses compétences. Elle a accepté et a commencé le lundi suivant. Mon équipe était maintenant de 4 personnes, moi inclus, Antoine, Théo, la nouvelle apprentie et moi-même. On a commencé à gérer 2 chantiers en même temps. Antoine dirigeait une équipe avec l'apprenti, tandis que je travaillais avec Théo sur l'autre. La coordination était plus dure que prévu, je devais passer sur les 2 sites plusieurs fois par jour pour m'assurer que tout restait dans les temps. Je faisais à nouveau des journées de 12 heures, mais cette fois c'était différent parce que je bâtissais quelque chose à moi. Monsieur Lambert m'a appelé un mercredi après-midi. C'était un client qui avait utilisé à la fois moi et Maxime ces dernières années pour différents projets. Il a dit qu'il voulait me faire savoir qu'il passait exclusivement par mon entreprise dorénavant. Je lui ai demandé pourquoi, et il a dit que le travail récent de Maxime avait été bâclé. Il avait dû rappeler Maxime 2 fois sur son dernier chantier pour régler des problèmes avec l'installation d'un sous-tableau. Il a dit que mon travail était plus propre et que mes gars arrivaient à l'heure. Je l'ai remercié et j'ai ajouté son nom à ma liste de clients réguliers. J'ai croisé Jérôme chez le fournisseur électrique la semaine suivante. Il récupérait des matériaux et je prenais du câble supplémentaire pour le projet des maisons de ville. Il m'a pris à part près du quai de chargement. Il a dit que Maxime parlait de moi constamment au travail, me blâmant pour tous ses problèmes, disant que je volais ses clients et ruinais sa réputation. Jérôme a dit que l'ambiance à l'atelier de Maxime était devenue toxique, que certains gars de l'équipe cherchaient d'autres boulots parce que Maxime était en colère tout le temps et s'en prenait à tout le monde. J'ai dit à Jérôme que j'étais désolé qu'il ait à subir ça, mais que je n'avais rien fait de mal. Jérôme a dit qu'il le savait, que tout le monde le savait. Maxime s'est pointé sur un de mes chantiers 2 jours plus tard. Je travaillais sur le projet des maisons de ville quand Antoine m'a appelé et a dit que quelqu'un me demandait. Je suis allé devant le bâtiment et Maxime était là, debout près de son camion. Il avait l'air en piteux état, mal rasé, chemise froissée, des poches sous les yeux. Il a commencé immédiatement à dire que je sabotais sa réputation et que je volais ses employés. Je lui ai dit que je devais retourner travailler. Il m'a suivi en disant qu'on devait parler de ça. Je me suis arrêté et je me suis retourné. J'ai gardé ma voix calme et je lui ai dit que je n'avais jamais dit du mal de lui à qui que ce soit. J'ai dit que les clients me choisissaient pour la qualité de mon travail et mes prix. Maxime s'est approché de mon visage, il a dit que je lui étais redevable pour m'avoir formé, que tout ce que je savais venait du travail chez lui. Antoine s'est approché et a demandé s'il y avait un problème. Maxime a regardé Antoine puis le reste de mon équipe qui s'était arrêté de travailler pour regarder. Il a reculé d'un pas. Il m'a pointé du doigt et a dit que ce n'était pas fini. Puis il est monté dans son camion et est parti. Je suis rentré et j'ai appelé le commissariat pour déposer une main courante. J'ai documenté la confrontation, donné le nom de Maxime et son numéro de plaque. L'agent a dit que c'était bien d'avoir une trace au cas où ça escaladerait. Bernard m'a appelé ce soir-là, il avait entendu parler de l'incident sur le chantier via le réseau des entrepreneurs. Les nouvelles vont vite dans ce métier. Il a demandé si j'allais bien, et j'ai dit que ça allait. Bernard a dit que Maxime agissait de manière erratique ces derniers temps, qu'il perdait des appels d'offres parce que ses propositions semblaient bâclées et désespérées. Il a dit que quelques entrepreneurs avaient arrêté de travailler avec Maxime complètement parce que sa qualité avait chuté. J'ai remercié Bernard de prendre des nouvelles et je lui ai dit que j'appréciais l'info. Chloé a appelé ce soir-là pendant que je finissais la paperasse au bureau. Sa voix sonnait faux dès le premier mot, tremblante et humide comme si elle avait pleuré depuis un moment. Elle a dit que Maxime était rentré après avoir quitté mon chantier et avait donné un coup de poing dans le mur de leur cuisine, il était juste entré et avait passé son poing à travers le placo à côté du frigo. Elle a dit qu'il hurlait que je ruinais sa vie et que je lui prenais tout. Elle a dit qu'elle avait essayé de le calmer, mais qu'il n'arrêtait pas de faire les 100 pas et de crier.
Puis elle a dit quelque chose qui m'a noué l'estomac. Elle a dit qu'elle avait peur, pas qu'elle était agacée ou frustrée. Peur. J'ai demandé s'il lui avait fait mal, elle a dit non. Mais la façon dont elle l'a dit me laissait penser qu'elle n'était pas sûre qu'il ne le ferait pas. Je lui ai dit qu'elle devait partir de là, aller rester chez maman quelques jours jusqu'à ce que Maxime se calme. Elle s'est tue un long moment puis a dit qu'elle ne voulait pas aggraver les choses. J'ai senti cette vieille frustration monter, le même sentiment que j'avais eu pendant 2 ans à la regarder lui trouver des excuses. Je lui ai dit qu'aggraver les choses n'était pas possible quand ton mari faisait des trous dans les murs. Elle a dit qu'elle y penserait et a raccroché avant que je puisse dire autre chose. Le lendemain matin, mon avocat m'a appelé pour quelque chose de routine avec les papiers de l'entreprise. J'ai mentionné la situation avec Maxime sur mon chantier et l'incident du mur dont Chloé m'avait parlé. L'avocat s'est tu puis a demandé si j'avais déjà envisagé une mise en demeure formelle pour les salaires impayés. Je n'avais pas vraiment pensé à une action en justice au-delà de juste avancer et construire mon propre truc. Il a expliqué qu'une mise en demeure créerait une documentation de la dette et lancerait le délai pour une action potentielle. Ce serait une trace officielle que Maxime me devait de l'argent et refusait de payer. J'ai réfléchi à cette idée pendant quelques jours. Je ne m'attendais pas à ce que Maxime paie vraiment si j'envoyais une lettre. L'homme m'avait ri au nez quand je lui avais montré les chiffres, mais avoir ça documenté semblait important, comme une preuve que je n'étais pas fou ou ingrat ou dramatique. La preuve que 93 000 € était de l'argent réel qu'il me devait vraiment. J'ai dit à l'avocat de rédiger la lettre. Il a préparé quelque chose de professionnel qui exposait les heures travaillées, le taux du marché pour un électricien qualifié, ce que Maxime m'avait réellement payé, et la différence due. La lettre donnait 30 jours à Maxime pour répondre soit avec un paiement complet, soit avec une proposition d'échéancier. On l'a envoyé en recommandé avec accusé de réception pour avoir la preuve qu'il l'avait reçu. Je savais ce qui allait se passer. Je savais que Maxime allait péter les plombs, mais je l'ai envoyé quand même parce que parfois il faut tracer une ligne et dire que c'est vraiment arrivé et qu'on ne peut pas juste faire semblant que non. Maxime a reçu la lettre un mardi. Je le sais parce qu'il m'a appelé 3 heures plus tard en hurlant absolument dans le téléphone. Il a dit que j'essayais de le détruire, que j'étais une ordure vindicative qui ne supportait pas qu'il m'ait donné une chance. Il a dit que la mise en demeure était du harcèlement et que son avocat allait me faire fermer. Je l'ai laissé crier un moment et puis j'ai dit une chose. Je lui ai dit qu'il avait détruit notre relation quand il m'avait volé 93 000 € et m'avait fait travailler comme un chien pendant 2 ans. J'ai dit que la lettre ne faisait que documenter des faits. Il m'a traité de tous les noms et a raccroché. Chloé m'a envoyé un SMS 1 heure plus tard. Le message était long et confus, mais l'idée de base était qu'elle me suppliait d'abandonner l'action en justice. Elle disait que ça mettrait Maxime en faillite, que ça ruinerait leur vie, que j'étais cruel. J'ai lu le texto 3 fois avant de répondre. J'ai gardé ma réponse courte. Je lui ai dit que Maxime avait eu 2 ans pour me payer équitablement et avait choisi de ne pas le faire. J'ai dit que les conséquences étaient sa responsabilité, pas la mienne. Elle n'a pas répondu. Isabelle m'a appelé dans son bureau la semaine suivante pour passer en revue les chiffres mensuels. Elle avait des tableurs ouverts sur son ordinateur et elle souriait. Elle m'a montré la colonne des revenus et a expliqué que pour le 3e mois consécutif, mon entreprise rapportait plus d'argent que celle de Maxime quand je travaillais pour lui. Je savais qu'on s'en sortait bien, mais voir les chiffres réels alignés comme ça faisait un effet différent. J'avais bâti quelque chose de plus gros que ce que Maxime avait en un peu plus d'1 an sans exploiter personne, sans mentir à la famille, juste des prix justes et du travail solide. Je me sentais fier d'une façon que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Pas fier Jean Vantard, fier comme si je m'étais prouvé quelque chose à moi-même sur ce que je valais vraiment. Jérôme m'a envoyé un SMS cette même semaine. Le message était direct. Il disait qu'il donnait sa démission à Maxime et demandait si j'embauchais. J'ai fixé ce texto un moment avant de répondre. Jérôme était le chef d'équipe de Maxime, son départ ferait très mal aux opérations de Maxime, mais ce n'était pas mon problème, et je n'allais pas refuser un électricien qualifié à cause des sentiments de Maxime. J'ai dit à Jérôme que j'envisagerais de l'embaucher, mais qu'il devait comprendre que je ne me mêlerais d'aucun drame avec Maxime à propos de son départ. Jérôme a dit qu'il comprenait et qu'il voulait juste travailler quelque part où le patron ne faisait pas une crise de nerfs tous les 2 jours. Je lui ai dit de m'appeler après la fin de son préavis, et qu'on parlerait des détails. Les 30 jours de la mise en demeure sont passés sans réponse de Maxime. Pas un appel, pas une lettre, rien.
Mon avocat a déposé une plainte au prud'homme pour les salaires impayés. Il a expliqué que ça prendrait des mois pour passer à travers le système judiciaire. Il y aurait des échanges de pièces et probablement des discussions de règlement avant même d'approcher d'un procès. J'ai signé les papiers et essayé de ne pas penser à comment ma sœur réagirait. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour le savoir. Maman m'a appelé 2 jours après le dépôt de la plainte. Elle était bouleversée de cette façon spécifique qu'elle avait quand elle pensait que ses enfants se battaient pour une bêtise. Elle a dit que je déchirais la famille pour de l'argent, que Chloé était dans tous ses états et que Maxime parlait de tout perdre. Elle a dit que je devais laisser tomber et passer à autre chose. J'ai pris une inspiration et je lui ai rappelé que Maxime avait déchiré la famille quand il m'avait exploité pendant 2 ans. J'ai dit que Chloé l'avait déchiré quand elle m'avait dit d'être reconnaissant d'être utilisé. J'ai dit à maman que je refusais juste de faire semblant que ce n'était pas arrivé plus longtemps. Elle a dit que j'étais têtu et que je le regretterais un jour. Je lui ai dit que peut-être, mais qu'au moins je regretterais de m'être défendu au lieu de regretter d'avoir laissé les gens me marcher dessus. Elle a raccroché sans dire au revoir. Chloé a arrêté d'appeler après le dépôt de la plainte. J'ai essayé de lui envoyer quelques textos la première semaine, mais elle n'a jamais répondu. Maman m'a appelé environ 10 jours plus tard et a dit que Chloé soutenait son mari quoi qu'il arrive. Elle a dit que Chloé avait l'impression que j'attaquais leur famille et que j'essayais de ruiner l'entreprise de Maxime exprès. J'ai dit à maman que Chloé avait fait son choix il y a longtemps quand elle avait choisi les mensonges de Maxime plutôt que mon travail impayé. Maman a dit que j'étais têtu et que la famille devrait pardonner à la famille. Je lui ai demandé si Maxime prévoyait un jour de me payer les 93 000 qu'il me devait et elle s'est tue. Elle a dit qu'elle ne savait pas et a changé de sujet pour demander quand je viendrais dîner à nouveau. Je lui ai dit que je viendrais quand Chloé serait prête à admettre que ce que Maxime avait fait était mal. Pas avant. Elle a soupiré et a raccroché. Ça faisait mal de savoir que ma sœur choisissait Maxime plutôt que moi, mais je ne pouvais pas continuer à faire semblant que ça n'était pas arrivé juste pour garder la paix. Chloé avait choisi son camp et je devais accepter ça même si ça ressemblait à perdre une partie de ma famille. Valérie m'a appelé 2 jours plus tard à propos de quelques constructeurs avec qui elle travaillait régulièrement. Elle a dit qu'elle leur avait parlé de mon entreprise et de la fiabilité de mon travail comparé aux autres entrepreneurs du coin. Elle m'a donné 3 noms et numéros. Elle a dit qu'ils cherchaient tous de bons électriciens en qui ils pouvaient avoir confiance. J'ai appelé le premier cet après-midi-là et il a dit que Valérie m'avait chaudement recommandé. Il avait une rénovation commerciale qui commençait dans 6 semaines et avait besoin d'un devis. Je suis allé voir le site le lendemain matin et j'ai préparé les chiffres le soir même. Le deuxième constructeur m'a appelé avant que je puisse le joindre. Il a dit que Valérie lui avait dit que j'étais juste sur les prix et que je finissais toujours à l'heure. Il voulait des devis sur 2 projets résidentiels commençant le mois prochain. Le troisième constructeur m'a envoyé un mail pour demander mes disponibilités pour la rénovation d'un centre commercial à l'automne. En une semaine, j'avais soumis des devis sur les 3 projets, et mon calendrier se remplissait 2 mois à l'avance. C'était irréel de regarder mon emploi du temps et de voir du travail régulier aligné aussi loin. Il y a 1 an, je survivais avec 200 € par semaine, et maintenant j'avais plus de chantiers que je ne pouvais en prendre. L'entreprise grandissait purement sur la base d'un travail de qualité et d'un traitement équitable des clients, exactement l'opposé de la façon dont Maxime gérait les choses. Le bruit a commencé à courir dans la communauté des entrepreneurs à propos du procès de Maxime. Bernard m'a appelé pour demander si tout allait bien avec mon entreprise, et je lui ai dit que c'était bon, que le procès concernait Maxime qui me devait des salaires impayés de quand je travaillais pour lui. Bernard a dit qu'il avait entendu des rumeurs comme quoi Maxime avait des ennuis judiciaires et que certains entrepreneurs étaient nerveux à l'idée de travailler avec lui. Une semaine plus tard, Jérôme m'a envoyé un SMS disant que Maxime avait perdu un gros contrat pour un nouveau complexe d'appartements. Le client avait appris pour le procès et décidé qu'il ne voulait pas gérer le drame. Jérôme a dit que le client avait spécifiquement mentionné qu'il était inquiet des pratiques commerciales et de la fiabilité de Maxime. Le réseau des entrepreneurs est petit et tout le monde parle. Une fois que les gens ont entendu que Maxime était poursuivi pour salaires impayés, ça les a fait se demander s'il avait été réglo avec d'autres personnes aussi. Je n'ai pas répandu l'histoire, mais je ne l'ai pas cachée non plus. Quand les entrepreneurs me demandaient directement, je leur disais la vérité sur le fait d'avoir travaillé 2 ans pour presque rien, alors que Maxime facturait aux clients le prix fort pour mon travail. Certains d'entre eux ont dit qu'ils avaient eu des problèmes avec la facturation de Maxime avant. Rien de majeur, mais assez pour se poser des questions.
la réputation de Maxime prenait des coups qu'il ne pouvait pas se permettre, et tout ça à cause de choix qu'il avait fait des années auparavant, qui le rattrapaient enfin. Le préavis de Jérôme s'est terminé, et je l'ai embauché officiellement. Il est arrivé pour son premier jour avec l'air soulagé de travailler quelque part qui ne s'effondrait pas. On faisait une mise aux normes de tableau dans un bâtiment commercial et Jérôme travaillait vite et proprement. Exactement le genre d'expérience dont j'avais besoin dans l'équipe. Pendant le déjeuner, il a mentionné que l'entreprise de Maxime était réduite à 3 employés maintenant. 2 gars avaient démissionné la même semaine où Jérôme avait donné son préavis et Maxime ne les avait pas remplacés. Jérôme a dit que Maxime survivait à peine sur de petits boulots résidentiels, des trucs de base comme des installations de prises et des remplacements de luminaires. Les plus gros contrats se tarissaient parce que Maxime ne pouvait plus rivaliser sur le prix ou la fiabilité. Jérôme a dit que le bureau ressemblait à une morgue les dernières semaines où il y était, avec Maxime stressé et aboyant sur tout le monde pour des broutilles. J'ai demandé si Maxime avait déjà parlé de moi et Jérôme a dit ouais, constamment. Maxime me blâmait pour chaque client qu'il perdait et chaque employé qui partait. Jérôme a dit que c'était devenu lassant d'écouter Maxime se plaindre au lieu de régler ses vrais problèmes d'entreprise. Je me sentais un peu mal d'entendre à quel point Maxime était tombé bas, mais surtout j'avais l'impression qu'il avait mérité chaque morceau en refusant de me payer équitablement quand il en avait eu l'occasion. Le procès est passé en phase de découverte et mon avocat a demandé les dossiers financiers de Maxime. Ça a pris quelques semaines, mais finalement l'avocat de Maxime a dû remettre les relevés bancaires, les factures clients et les registres de paie remontant à 3 ans. Mon avocat m'a appelé dans son bureau pour passer en revue ce qu'ils avaient trouvé. Il a étalé les documents sur son bureau et m'a montré facture après facture où Maxime facturait aux clients 25 à 30 € de l'heure pour mon travail. Les factures me listaient comme électricien qualifié travaillant sur les projets. Puis il m'a montré les registres de paie de Maxime, qui prouvaient qu'il ne me payait que 200 € par semaine, peu importe combien d'heures je travaillais. Mon avocat a fait le calcul juste là devant moi. Maxime avait facturé aux clients plus de 98 000 € pour mon travail sur 2 ans. Il m'avait payé 21 000 € au total. La différence était de 77 000 € que Maxime avait gardé tout en me disant que l'entreprise ne pouvait pas se permettre de me payer correctement. Mon avocat a dit que cela renforçait notre dossier de manière significative car ça montrait que Maxime n'était pas juste en difficulté financière. Il profitait activement de mon travail impayé tout en mentant sur la situation de l'entreprise. Les dossiers prouvaient tout ce que je disais sur le fait d'être exploité. Maxime facturait au client le prix fort pour un électricien qualifié, puis me payait moins que le salaire minimum et empochait la différence. C'était du vol, pur et simple, et maintenant on avait la documentation pour le prouver. 6 mois après avoir déposé la plainte, l'avocat de Maxime a contacté le mien pour des pourparlers de règlement. Mon avocat m'a appelé et a dit que le camp de Maxime reconnaissait enfin l'existence de la dette, mais il prétendait que Maxime ne pouvait pas payer la somme totale tout de suite. Son entreprise était en difficulté et il n'avait pas 93 000 € sur son compte en banque. L'avocat de Maxime voulait discuter des modalités de paiement et du montant du règlement. Mon avocat a demandé ce que je voulais faire et j'ai dit que je voulais entendre leur offre, mais que je n'allais pas juste laisser Maxime s'en tirer comme ça. On a fixé une réunion pour la semaine suivante. Je suis allé au bureau de mon avocat et j'ai assisté à une heure d'aller-retour avec l'avocat de Maxime en conférence téléphonique. Ils ont proposé 40 000 € payés sur 5 ans. Mon avocat a dit que c'était insultant et a contre-attaqué avec 80 000 € payés sur 2 ans. L'avocat de Maxime a dit que Maxime ne pouvait pas se permettre ces conditions. Ils ont discuté un moment pendant que j'étais assis là, de plus en plus frustré. Finalement, l'avocat de Maxime a offert 60 000 € payés sur 3 ans. Mon avocat m'a regardé et j'y ai réfléchi. 60 000 €, c'était moins que les 93 000 € dus, mais c'était plus que ce que je m'attendais de manière réaliste à récupérer si on allait au procès. Mon avocat a expliqué qu'aller au tribunal pourrait me donner un jugement pour la totalité, mais collecter l'argent serait difficile si l'entreprise de Maxime faisait faillite. Un procès coûterait de l'argent et du temps sans garantie que je verrais plus que l'offre de règlement. En plus, il y avait le risque que Maxime se déclare en faillite et que je n'ai rien du tout. J'ai dit à mon avocat que j'accepterais 60 000 € sur 3 ans, mais seulement si Maxime reconnaissait par écrit qu'il me devait de l'argent pour des salaires impayés. Je ne voulais pas juste l'argent. Je voulais l'admission que ce qu'il avait fait était mal. Mon avocat a négocié ça dans l'accord de règlement.
Maxime devait signer un document déclarant qu'il avait omis de me payer des salaires équitables pour 2 ans de travail d'électricien qualifié et qu'il me devait une compensation pour ce travail impayé. Le règlement n'était plus une question d'avoir chaque euro. C'était sur le principe de faire admettre à Maxime ce qu'il avait fait. Cette admission écrite comptait plus pour moi que la différence entre 60 et 93 000 euros. J'ai signé les papiers du règlement et j'ai ressenti quelque chose proche du soulagement. Ce n'était pas parfait, mais c'était la clôture d'une situation qui me rongeait depuis des années. Maxime a dû reconnaître sa dette par écrit et me payer par versement. Le premier paiement était dû dans 30 jours. Chloé a appris pour le règlement et m'a appelé pour la première fois depuis des mois. J'ai vu son nom sur mon téléphone et j'ai failli ne pas répondre, mais j'ai décroché. Elle a commencé à crier avant même que je puisse dire allô. Elle a dit que j'aurais dû abandonner le procès complètement, qu'accepter le règlement était tout aussi mauvais que d'aller au tribunal. Elle a dit que je détruisais l'entreprise de Maxime et ruinais leur vie pour de l'argent qui ne comptait pas. Je l'ai laissé finir et ensuite je lui ai demandé si elle pensait sérieusement que 60 000 euros sur 3 ans allaient détruire Maxime. Elle a dit que ce n'était pas une question de montant. C'était le fait que je refusais de laisser tomber et de passer à autre chose. Je lui ai dit qu'elle passait encore complètement à côté du sujet. Ce n'avait jamais été pour l'argent. C'était parce que Maxime m'avait volé pendant 2 ans pendant qu'elle me disait d'être reconnaissant. C'était parce qu'il m'avait traité comme si je ne méritais pas un salaire juste parce que j'étais de la famille. Chloé a dit que j'étais dramatique et que Maxime avait fait une erreur, mais qu'il ne méritait pas d'être puni pour toujours. Je lui ai demandé quand elle prévoyait de s'excuser pour m'avoir dit que je devrais être reconnaissant d'être exploité et elle est restée silencieuse. Elle ne pouvait même pas admettre qu'elle avait tort sur cette partie. J'ai expliqué à Chloé que l'admission écrite de la dette par Maxime validait tout ce que je disais depuis le début. Il facturait au client le prix fort pour mon travail et me payait presque rien. L'accord de règlement prouvait que je n'exagérais pas et que je n'étais pas dramatique comme elle le prétendait. Maxime reconnaissait dans des documents légaux qu'il me devait de l'argent pour des salaires impayés. Cette admission montrait que j'avais raison de partir et raison de demander ce qui m'était dû. Son refus de voir ça, même avec la preuve légale juste sous ses yeux, montrait exactement où était sa loyauté. Elle avait choisi Maxime plutôt que moi quand tout ça avait commencé, et elle le choisissait encore maintenant, même quand les faits prouvaient qu'il m'avait exploité. Je lui ai dit que j'acceptais que notre relation ne s'en remette peut-être jamais. Elle avait fait son choix et j'avais fait le mien. Elle a dit que je jetais la famille par fierté et j'ai dit qu'elle avait jeté son frère au moment où elle m'avait dit d'être reconnaissant d'être volé. Elle m'a raccroché au nez sans dire au revoir. Je suis resté assis là tenant mon téléphone, me sentant triste mais aussi clair surtout. Chloé n'allait pas changer d'avis et je n'allais pas faire semblant que Maxime n'avait pas fait ce qu'il avait fait juste pour garder la paix. Certaines relations ne survivent pas quand les gens vous montrent qui ils sont vraiment. Et c'est ok. J'avais mon entreprise et mon équipe et des clients qui respectaient mon travail. C'était suffisant. 2 ans. C'est le temps que Elec Pro Service tournait quand j'ai réalisé qu'on avait en fait dépassé le point où la plupart des petites entreprises échouent. J'avais 8 personnes sur la paie maintenant. Antoine était mon chef d'équipe principal. Théo dirigeait sa propre équipe. Jérôme apportait une expérience qui rendait les plus gros chantiers plus fluides. On avait 2 camionnettes, un camion de chantier, et un vrai bureau avec une réceptionniste qui répondait au téléphone pendant que j'étais sur le terrain. La réputation qu'on avait bâtie ne tenait pas seulement au bon travail. C'était aussi de bien traiter les gens. Je payais tout le monde des salaires juste dès le premier jour. Pas de période d'attente, pas de promesse de régulariser plus tard. Quand quelqu'un travaillait 50 heures, il était payé pour 50 heures à son taux correct. Quand on finissait un chantier sous le budget, je partageais les économies en prime au lieu de tout empocher. L'équipe savait que je les soutenais parce que je leur montrais chaque semaine avec de l'argent réel sur leur compte, pas juste des mots sur le fait d'être une famille. Le premier chèque de règlement de Maxime est arrivé un mardi matin. 20 000 euros pile à l'heure selon l'échéancier que son avocat avait accepté. J'ai regardé ce chèque et pensé à ce qu'il représentait. Maxime admettant enfin par écrit qu'il me devait, un document légal disant que j'avais raison d'avoir été exploité, mais l'argent lui-même ne signifiait pas autant que ce que je pouvais en faire. J'ai convoqué une réunion d'équipe cet après-midi-là au bureau. Tout le monde s'est rassemblé en se demandant ce qui se passait. Je leur ai dit que le paiement du règlement était arrivé et que j'en partageais la moitié entre eux sous forme de prime. Antoine est devenu silencieux et ses yeux ont rougi.
Il a dit qu'il travaillait dans ce métier depuis 15 ans et n'avait jamais vu un patron partager l'argent comme ça. Il a dit que la plupart des entrepreneurs auraient gardé chaque centime et appelé ça récupérer des pertes. Je lui ai dit qu'on avait bâti cette entreprise ensemble et que tous ceux qui aidaient à la rendre prospère méritaient de profiter de ce succès. Jérôme m'a pris à part après la réunion et a mentionné qu'il avait vu Maxime chez le fournisseur la semaine précédente. Il a dit que Maxime avait l'air mal, fatigué, vaincu. Jérôme récupérait des matériaux pour notre projet de maison de ville et Maxime était là pour ramasser une petite commande, juste des trucs résidentiels de base. Maxime a vu Jérôme et a demandé comment j'allais. Pas en colère ou conflictuel, juste demandé. Jérôme lui a dit que j'allais très bien et que je traitais mon équipe correctement. Maxime a hoché la tête et n'a rien dit d'autre. Il a juste payé ses matériaux et est parti. Jérôme a dit qu'il semblait que Maxime commençait peut-être à comprendre ce qu'il avait perdu. Pas juste les clients ou l'argent, mais la chance de bâtir quelque chose de bien en étant réglo avec les gens. J'ai croisé maman à l'épicerie samedi matin. Je prenais du café et elle était au rayon fruits et légumes. Elle a eu l'air surprise de me voir, mais pas mal à l'aise. On a parlé une minute de trucs normaux et puis elle a mentionné que Chloé et Maxime étaient en thérapie de couple. Elle a dit que le stress financier était devenu mauvais. Les problèmes de colère de Maxime étaient pires. Il avait fait un autre trou dans le mur chez eux. Hurler sur Chloé pour des petites choses. Elle a dit que Chloé voyait enfin certains problèmes clairement. La voix de maman était prudente quand elle l'a dit, comme si elle testait si je voulais entendre parler d'eux. J'ai demandé si Chloé était en sécurité et maman a dit oui, que Chloé gérait. J'ai hoché la tête et commencé à m'éloigner, mais maman m'a touché le bras. Elle a dit qu'elle comprenait maintenant pourquoi j'étais si blessé. Elle a dit qu'elle était désolée de ne pas m'avoir mieux soutenu quand tout avait commencé. Je l'ai regardée et j'ai senti quelque chose bouger. Pas de la colère, juste de la fatigue. On a pris un café à la boutique à côté de l'épicerie. Assis à une petite table près de la fenêtre. Maman continuait de s'excuser et je lui ai finalement dit que je ne cherchais pas des excuses. Je voulais juste la reconnaissance que ce qui s'était passé était mal, que Maxime m'avait volé et que Chloé l'avait soutenu. Maman a hoché la tête et a dit qu'elle le voyait maintenant. Elle a dit qu'elle avait été tellement concentrée sur le maintien de la paix dans la famille qu'elle ne voulait pas voir à quel point le traitement de Maxime envers moi était mauvais. Elle a admis qu'elle lui avait trouvé des excuses parce que confronter ça signifiait faire face au fait que Chloé avait épousé quelqu'un capable de ce genre d'exploitation. J'ai apprécié son honnêteté. On a fini notre café et je lui ai dit que je l'aimais, mais que je ne pouvais pas faire semblant que les choses allaient bien avec Chloé et Maxime juste pour rendre les dîners de famille plus faciles. Elle a dit qu'elle comprenait. Bernard m'a appelé lundi avec quelque chose de gros. Il a dit qu'il voulait parler d'une opportunité de partenariat. On s'est vu à son bureau cet après-midi-là et il a exposé les détails. Un projet de développement commercial majeur, un nouveau complexe commercial avec plusieurs bâtiments, contrat électrique complet valant plus de 200 000 €. Il a dit que la réputation de mon entreprise avait grandi au point où je rivalisais pour des contrats sérieux. Le genre de travail que Maxime avait toujours voulu mais jamais atteint parce que ses offres étaient bâclées et sa réputation mitigée. Bernard a dit qu'il avait assez travaillé avec moi pour savoir que je pouvais gérer ça. Il voulait s'associer sur le projet, son entreprise faisant la maîtrise d'œuvre générale, la mienne gérant toute l'électricité, partage des profits sur tout le développement. C'était le saut vers lequel je travaillais. Travail commercial, gros contrat, vraie croissance. J'ai accepté le partenariat et immédiatement commencé à planifier l'expansion. J'ai appelé Isabelle et lui ai dit qu'on devait restructurer les finances de l'entreprise pour soutenir une croissance durable. J'ai embauché 2 électriciens de plus dans la semaine. Tous 2 qualifiés, tous 2 expérimentés. Je les ai payés des salaires corrects et les ai intégrés dans une équipe qui savait déjà comment travailler ensemble. Isabelle m'a aidé à mettre en place la comptabilité pour suivre le projet commercial séparément, obtenu une ligne de crédit à la banque pour couvrir les coûts des matériaux à l'avance. Tout allait vite, mais c'était une croissance contrôlée, pas une expansion désespérée. J'avais appris en regardant Maxime s'agiter et se surexposer. Je bâtissais quelque chose qui pourrait durer. Maxime a raté le 2e paiement du règlement. C'était dû le 15, et le 20, rien n'était arrivé. Mon avocat a reçu un appel de l'avocat de Maxime demandant des conditions de paiement modifiées. Il voulait étendre le calendrier, baisser les montants mensuels. Mon avocat a repoussé fermement.
Le règlement était déjà généreux comparé à ce que Maxime devait réellement. Les termes étaient clairs. L'avocat de Maxime a essayé d'argumenter sur les difficultés financières, mais mon avocat a souligné que manquer des paiements signifiait des pénalités selon l'accord que Maxime avait signé. 3 jours plus tard, le chèque est arrivé avec 500 € supplémentaires de frais de pénalité. Maxime se démenait. Son entreprise était en difficulté, et les paiements du règlement aggravaient les choses. Une partie de moi se sentait mal. La majeure partie de moi se souvenait de 2 ans à m'entendre dire que je devrais être reconnaissant pour 200 € par semaine. Chloé m'a appelé un mercredi soir. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Elle m'a dit qu'elle s'était séparée de Maxime temporairement et avait emménagé chez maman. Sa voix était différente, plus calme, moins défensive. Elle a dit qu'elle voyait enfin comment la fierté et les mauvaises décisions de Maxime affectaient tout. Comment il me traitait, comment il gérait son entreprise, comment il gérait le stress en se mettant en colère et en cassant des choses. Elle a dit que le conseiller conjugal lui avait posé des questions sur le comportement de Maxime qui lui avait fait réaliser qu'elle lui trouvait des excuses depuis des années. Pas seulement à propos de moi, à propos de tout. Elle a demandé si on pouvait se voir pour déjeuner, juste nous deux. J'ai dit oui. On s'est vu dans un café en centre-ville le samedi. Chloé avait l'air fatiguée, mais plus présente d'une certaine façon, comme si elle s'était cachée derrière quelque chose pendant des années, et qu'elle en sortait enfin. On a commandé des sandwichs, et elle a commencé à parler avant même que la nourriture n'arrive. Elle m'a fait de vraies excuses, pas les demi-excuses d'avant. Elle a dit qu'elle était désolée de ne pas m'avoir cru, d'avoir choisi la version des faits de Maxime plutôt que la mienne, de m'avoir dit que je devrais être reconnaissant alors que j'étais exploité. Elle a admis qu'elle avait eu peur de voir la vérité parce que l'avoir signifiait reconnaître qu'elle avait épousé quelqu'un capable de traiter la famille de cette façon. Ça signifiait admettre que son jugement était faux à ce point sur la personne avec qui elle construisait sa vie. Elle a dit que regarder Maxime s'effondrer au cours de l'année passée l'avait forcé à voir les choses clairement. Sa colère, sa fierté, son refus de prendre ses responsabilités. Elle a vu comment il me traitait et a réalisé qu'il était capable de la traiter de la même façon quand les choses devenaient difficiles. Je lui ai dit que je ne la forçais pas à choisir quoi que ce soit. Elle avait fait son choix il y a 2 ans quand elle avait soutenu Maxime au lieu de moi. Maintenant, je vivais juste avec la réalité de ce choix. On s'est revus pour un café la semaine suivante, et cette fois, Chloé a écouté plus qu'elle n'a parlé. J'ai expliqué que je pouvais reconstruire notre relation, mais que Maxime ne faisait plus partie de ma vie. Pas au dîner de famille, pas aux fêtes, plus jamais. Elle a demandé si ça changerait s'il divorçait, et je lui ai dit honnêtement que je ne savais pas. Les dégâts allaient au-delà de leur mariage. C'était le fait qu'elle avait choisi de me laisser être exploitée et avait appelé sa loyauté familiale. Chloé a hoché la tête lentement et a dit qu'elle comprenait. Elle ne pousserait pas pour une réconciliation ou n'essaierait pas de glisser Maxime dans des situations. Elle voulait juste récupérer son frère, peu importe à quoi ça ressemblait maintenant. Le contrat du complexe médical est arrivé 3 semaines plus tard. Isabelle m'a appelé pendant que j'étais sur un chantier et j'ai dû m'asseoir dans la camionnette pour assimiler les chiffres. 240 000 € pour la construction électrique complète, conception, installation, inspection, tout. Le calendrier du projet était de 8 mois avec des paiements d'étapes. J'aurais besoin d'embaucher plus de gens et probablement louer de l'équipement supplémentaire, mais la marge bénéficiaire était solide même avec ses coûts. Ce seul contrat rapporterait plus d'argent que je n'en aurais gagné en 3 ans en travaillant pour Maxime à un salaire correct. J'ai appelé Antoine et lui ai dit qu'on venait de décrocher le plus gros chantier de l'histoire de l'entreprise. Il a crié de joie si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Le paiement final du règlement de Maxime est arrivé à l'heure, livré par courrier recommandé avec tous les documents légaux. 60 000 € payés sur 3 ans, chaque paiement effectué, même quand je savais que ça faisait mal à son entreprise en difficulté. J'ai déposé le chèque et rencontré un agent immobilier commercial le même après-midi. Je regardais des propriétés depuis des mois, attendant le bon moment. J'ai trouvé un petit bâtiment près de la zone industrielle avec un bon accès à l'autoroute et assez d'espace pour des bureaux, un entrepôt et un vrai atelier. L'argent du règlement couvrait l'apport. J'ai signé le compromis de vente 2 semaines plus tard. L'enseigne de l'ancien propriétaire est descendue et la mienne est montée. Elecpro Service en lettres grasses sur la façade d'un bâtiment que je possédais vraiment, quelque chose que j'avais bâti à partir de rien après que Maxime ait essayé de me garder petit, dépendant et reconnaissant pour des miettes.
3 ans après avoir envoyé ce SMS pour démissionner de l'entreprise de Maxime, je marchais à travers mon bâtiment en faisant un compte des effectifs pour le nouveau manuel de l'employé qu'Isabelle préparait. 15 personnes sur la paie, électricien qualifié, apprenti, un chef de bureau, un coordinateur des achats. Chacun de payer un salaire juste avec mutuelle et cotisation retraite. Antoine dirigeait la division commerciale. Théo s'occupait du résidentiel. Jérôme gérait l'équipe de service et réparation. On avait des clients réguliers, du travail constant et une réputation de qualité et de fiabilité. J'avais prouvé qu'on pouvait réussir sans exploiter les gens. Que bien traiter les employés les faisait travailler plus dur et rester plus longtemps. Que la famille qui vous regardait vous faire arnaquer et vous disait d'être reconnaissant ne valait pas la peine de sacrifier votre dignité pour les garder près de vous. L'entreprise de Maxime survivait à peine avec 3 employés faisant de petits boulots résidentiels. Chloé et moi prenions un café toutes les quelques semaines et parlions prudemment autour de certains sujets. Maman a finalement admis qu'elle aurait dû me soutenir plus tôt.